Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, un sujet fort intéressant. Nous allons aborder le sujet de la lithothérapie. Et qui de mieux pour en parler que Marc Dauphin-Roy. Juste avant de commencer, je lance le générique et je vous dis à tout de suite. Juste avant de commencer, si vous n'avez pas encore mon livre, Mon aventure dans une autre vie, n'hésitez pas de vous le procurer. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Merci. Salut Marc, comment vas-tu? Ouais, bonsoir Gélico, bonsoir à toutes et tous. Bah écoute, très bien, très bien. Hein, ça y est, on est en hiver, un peu de neige, Ouais. température fraîche. Il neige vers chez toi? Ouais, un petit peu. Ouais, moi j'habite un peu en hauteur dans le Haut-Beaujolais, donc on a un peu de neige. Bon, les températures sont douces, donc ça persiste pas. Ça fond vite. Ok. Donc, par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Et puis, comme ça, au fur et à mesure, je prendrai les questions et je les transmettrai à Marc. Donc, pour commencer, déjà, on va déjà commencer par les questions. Donc, qu'est-ce que la lithothérapie et en quoi constitue-t-elle sur le plan énergétique? 2 en 1. Alors, la lithothérapie, en fait, ça vient simplement de 2 mots. Hein, lithos, la racine grecque qui veut dire pierre. Et puis thérapie, c'est l'art de prendre soin de soi et d'améliorer potentiellement son état de santé. Voilà. Alors, il y a 2 grands courants dans la lithothérapie. Hein. Effectivement, il y a la lithothérapie, on va dire, énergétique, qui existe depuis les années 90, qui a été ramenée, je crois, principalement par quelqu'un qui s'appelle Bosquero, qui a ramené ça des États-Unis. C'était plus un courant en même temps New Age. Et puis, il y a un deuxième grand courant qui est une lithothérapie scientifique, donc qui a été initiée par Philippe Peromino dans les années 2000, un peu avant les années 2000. Donc, qui est plus la compréhension, en fait, matière, le lien entre la géologie et la biologie. Voilà. Ok. Donc, il y en a un qui est beaucoup plus, on va dire, dans le subtil. Ouais. Et l'autre qui est beaucoup plus dans la matière. D'accord, ok, très bien. Juste avant de continuer, n'oublie pas de me mettre la vidéo, s'il te plaît. Oui, elle est lancée. Tu vas dans Présenter. Et après, normalement, tu as Fichier vidéo. Alors, paramètres, Présenter, Fichier vidéo. Voilà, et tu me diras quand est-ce que tu veux que je le lance. D'accord. Il faut que je mette le répertoire, je suppose. Non, tu mets juste la vidéo. Ouais. Et après, moi, je l'accepte. Alors, tac. Ok. Yes, c'est bon. Tu me diras quand est-ce que je la mets. Ouais. Donc, en fait, je vais dire en introduction, et en même temps, je pense que ça va durer un bon petit moment, en préambule, on va dire, j'aimerais vous présenter puis vous faire réfléchir un petit peu sur la compréhension, une certaine forme de compréhension du monde matériel dans lequel on vit.
Donc, on peut effectivement lancer la vidéo. Donc, c'est toi qui contrôle. Non, moi, je le lance et c'est toi qui contrôle. D'accord, ok. Attention, ça va aller très vite. Oui. Alors, donc, un des principes fondamentaux de la chimie naturelle et donc de la lithothérapie scientifique, hein, puisqu'en fait, ces deux disciplines qui sont très étroitement liées, consiste simplement à observer en fait ce qu'on a sous les yeux, puisqu'en fait, la nature nous propose tout. Il suffit de regarder ce que fabrique, enfin comment fonctionne la nature. Et donc, étrangement, on en fait partie. Hein, donc, même si au jour d'aujourd'hui, l'homme moderne l'a un peu oublié. Et donc, ce qui est très, très intéressant, c'est de regarder les minéraux, donc le monde minéral, et regarder de comment sont constitués les minéraux, etc., pour déjà avoir une compréhension de j'aurais tendance à dire, de la matière minérale, de la chimie de la matière minérale. Voilà. Ok. Donc, et dis-moi, justement, aujourd'hui, un minéral pour que c'est bien fait, est-ce que, justement, tiens, juste ça tombe bien que tu aies mis cette photo. Est-ce que cette photo, c'est une pierre minérale qui est naturelle ou l'homme est venu a intervenu dessus pour lui donner sa forme ou autre? alors là toutes les pierres que je vais vous présenter, en fait, sont vraiment des pierres naturelles. Il n'y a pas eu d'intervention humaine. D'accord. Justement, c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est de dire que nous propose la nature. Que nous propose la nature en termes de... alors, on peut le faire pour les minéraux. Moi, je le fais pour les minéraux. Il y en a d'autres qui peuvent le faire pour le monde animal et puis pour le monde végétal. En fait, on Ouais. appelle ça le biomimétisme, par exemple. Parce qu'on regarde, par exemple, comment un animal, je ne sais pas, un lézard, par exemple, qui va pouvoir grimper au mur, on va regarder comment il s'agrippe au mur, et puis voilà. Et l'idée, c'est enfin, la chimie naturelle et la lithothérapie, en fait, se focalisent sur le monde minéral. Donc, en fait, je vais vous passer un certain nombre de photos. Et je vais vous les commenter rapidement. Et puis, je te poserai une petite question à la fin du diaporama. Donc ça, c'est une pierre, donc c'est de la galène. C'est un sulfure de plomb. Donc du soufre et du plomb. Donc une couleur très métallique. Et on se servait de cette pierre à une époque pour faire les postes à galène. Les quoi? Les postes à galène. C'était les postes de radio des années, je pense, pendant la dernière guerre mondiale. D'accord. On se servait de ce matériau pour faire fonctionner le poste. D'accord. Et ça, c'est un matériau qui est rare ou on en trouve encore? Oh non, on en trouve, ouais, en France, il y a encore des mines, alors qui ne sont pas obligatoirement exploitées, hein, parce qu'en France, on n'exploite pas beaucoup de mines, même si ça va revenir, parce qu'en fait, comme les minéraux, on les fait venir de l'autre bout de la planète, ça coûte cher, etc. Je ne sais pas si vous avez entendu qu'il y a une mine de lithium qui risque d'ouvrir dans l'Allier, je crois. Ouais. Voilà. Donc, dans ces mines de galène, en fait, c'était aussi des mines de galène, souvent, elles étaient argentifères. C'est-à-dire qu'il y avait un tout petit peu d'argent, mais il fallait brasser une quantité assez importante de roches, de minerais, pour extraire un tout petit peu d'argent. Tiens, j'ai déjà une question pour toi. Oui. Valérie Delanclos, utilisez-vous les pierres pour faire des runes? Merci beaucoup. Alors, pour faire des runes, alors effectivement, les runes, souvent, elles sont écrites, hein, les symboles runiques sont écrits sur des pierres. Alors après, je ne sais pas ce que vous entendez pour faire des runes, c'est-à-dire pour faire le tirage de runes ou pour élaborer les runes. Peut-être préciser la question. Ok. Donc là, on est sur une autre famille de minéraux qui s'appelle la fluorite. Elle est très belle. Donc c'est un fluorure de calcium, donc du fluor et du calcium. On dit belle ou beau? Si on parle d'une pierre, on dit qu'elle est belle. Ouais, voilà. oui.
C'est la même? Une autre fluorite, ouais. La même famille de pierres, mais dans un autre. Et pour l'instant, les 3-4 photos que tu nous as fait voir, on peut en trouver comment dire, dans des, j'ai oublié, j'allais dire des grottes, mais non, pas dans des grottes. Dans des On mines? peut les trouver en France? Alors, comme en France, il y a très très peu d'exploitation, c'est quand même relativement difficile de trouver ce genre de minerai. Potentiellement, il peut y en avoir, hein, mais c'est difficile. En fait, D'accord. en France, c'est très compliqué. Potentiellement, on peut dire qu'il y en aurait. Oui, très probablement, oui. On a le droit de fouiller, par exemple, le jour où il y a des travaux d'autoroute, où il y a énormément de déblaiements ou des tunnels, ou etc. Comment dire, les clubs de minéralogie sont tolérés à aller fouiller un petit peu, gratter les gravats, mais bon, si ça a été exposé à la dynamite, etc. Donc une autre famille de pierres. Donc précision, c'était pour fabriquer des runes. Alors moi personnellement, j'en fabrique pas, mais effectivement, traditionnellement, les runes sont gravées sur des galets, en fait, sur des pierres. Ok. Et même cette photo, elle est pas mal. C'est des cristaux qu'on voit en blanc. Oui, ces petits cristaux de quartz, je pense, mais ce qui est surtout intéressant, c'est la pierre rose, qui est une rhodochrosite, donc c'est un carbonate de manganèse, mais de très très belle qualité, bien cristallisé. Elle est magnifique. Pierre suivante, donc là, on est sur une très belle cristallisation de soufre pur. Là, je crois qu'on est sur une fluorite. Donc, c'est vraiment des très très belles pierres. Hein. C'est des pierres, souvent des pierres de collection. Ouais. Là, on est sur une pierre qui est beaucoup plus commune, qui est la pyrite. Donc, un bisulfure de fer, du soufre et du fer. D'accord. Et je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière, je crois. Alors, là, on voit la composition, l'organisation atomique des atomes. Hein, donc, entre les atomes de fer en bleu et les atomes de soufre en jaune. Et par contre, en rapport avec les photos que tu viens de nous présenter, suivant la qualité, je suppose que le prix, c'est pas du tout le même. On est sur, sur un tarif en moyenne à peu près de combien par rapport à toutes les photos que tu nous as présentées là? Là, la pyrite, ça peut être un assemblage, ça peut être un ensemble qui peut valoir une trentaine d'euros. La rhodochrosite, la pierre rose qu'on a vue un peu avant, ça peut être de l'ordre de 12 000, entre 12 et 20 000 euros. 12 et 20 000 euros? Oui. Mais j'ai même vu des pierres, l'année dernière à Sainte-Marie-aux-Mines, qui est la deuxième bourse internationale des minéraux. Il y avait une tourmaline qui coûtait 140 000 euros. Ouais, mais elle doit être d'une qualité aussi incroyable aussi. Hein. Voilà, très rare, de très belle qualité. Donc là, c'est des cristaux de sel. C'est magnifique. Hein. Ouais. Donc tout ça parce que en fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a interpellé à part la beauté? Est-ce que tu trouves un point commun entre toutes les pierres qu'on a montrées? Elles sont cubiques. Voilà. En fait, on se rend compte que la nature, en fait, fabrique des minéraux qui sont naturellement cubiques. Alors, c'est la première forme de cristallisation, il y en a d'autres, mais ça va être des cubes qui vont être plus ou moins déformés, avec des angles différents. Mais la première forme de cristallisation, c'est le cube. Donc, ce qui veut dire que le premier message que la nature nous envoie, c'est la forme carrée sur le plan et la forme cubique en volume. Donc, et pourquoi, justement?
C'est l'agencement, en fait, c'est l'agencement, c'est des lois de la matière, c'est simplement l'agencement entre les atomes qui font qu'ils s'agencent et puis ils vont composer des cubes. D'accord. Comme par exemple, on a vu tout à l'heure, ça c'est l'exemple parfait. Ouais. Ça c'est l'exemple parfait du cube que la nature fabrique. On en a vu d'autres avant, mais là on est vraiment sur des arêtes très précises. C'est vraiment bluffant d'avoir un cube de pyrite comme ça dans les mains. Et moi souvent ça m'arrive de poser la question, est-ce que vous pensez que cette pierre est naturelle? Donc les gens disent, ben, la matière peut-être, mais la forme non. Et ben, en fait, si. La forme est naturelle et c'est quelque chose de très très important à intégrer, en fait, c'est que la nature, j'irais jusqu'à dire, la nature ne fabrique que des cubes. Alors, vous avez vu la cristallisation au niveau de la pyrite, c'est pareil, hein, au niveau des atomes, c'est des cubes. Et en fait, quand on la voit à notre échelle, eh ben, c'est encore un cube. Donc, ça rejoint un petit peu comment dire, le modèle mathématique qu'on appelle les fractales. D'accord? Donc, si on considère que tout est cubique dans l'infiniment petit ou des cubes un peu déformés, un peu aplatis, et que à notre échelle, on voit aussi des cubes, eh ben, moi, je me permets de me Bah poser la oui. question puisqu'en fait, au jour d'aujourd'hui, il y a la théorie de la Terre plate, etc. Et moi, Ouais. je me dis, si dans l'infiniment petit, c'est cubique, si dans cette dimension, c'est cubique, ben, si on dézoome, hein, si on prend du recul, est-ce que la Terre, au final, ne serait pas cubique? Alors évidemment, ça fait faire un peu des nœuds au cerveau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on a quand même des témoignages. Hein, alors ça, c'est une photo qui a été décalée. Et Ça s'appelle. dis-moi, est-ce Oui. que du fait aussi que c'est une forme cubique, tu sais que bah, les atomes, je ne sais pas si c'est les atomes c'est pas qui s'attirent, mais qu'ils se, mince, comment on dit ça? Ils se Avec repoussent. l'attraction de la Terre, au lieu de qu'ils se, vu qu'ils se, comment je pourrais te dire ça? Il y a le mécanisme de la Terre qui rentre en jeu pour Mhm. donner cette forme cubique. Mhm. Tu vois? Quand les atomes se créent pour former quelque chose, Mhm. elles vont être attirées plus à gauche, plus à droite, et forcément, quand ils vont être attirés plus à gauche, plus à droite, ça va peut-être au bout, à la fin, donner cette forme parfaite cubique. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment une loi. En fait, c'est vraiment une loi de la physique. C'est vraiment une loi de la Ouais. physique. C'est que et même là, on a l'habitude de représenter les atomes sous forme de sphères. Mais moi, j'irais peut-être me dire, mais pourquoi est-ce que les atomes ne seraient pas cubiques aussi? C'est-à-dire que tout est cubique, en fait, tout est un agencement de cubes à des échelles différentes. Hmm. On a représenté les atomes sous la forme des orbites, là, parce qu'on a Ouais. dit il y a le noyau et puis il y a les électrons qui tournent autour. Ouais. Bon, on commence à se rendre compte dans la physique quantique que bon, c'est pas tout à fait comme ça, c'est plus des champs électromagnétiques, etc. Mais voilà. Bah, un exemple concret. Bon, je suppose que vous connaissez cette photo, ce type de photo qui correspond Ouais. aux flocons de neige. Ouais. D'accord? Eh ben, en fait, regardez, j'ai fait, voilà. Est-ce que vous voyez les cubes? Bah, moi, je vois plus des arêtes. Il y a des arêtes et il y a un cube. Ouais, mais Ouais. là, Quand il y tu a le un vois grand en trois cube, dimensions, je vois un cube. voilà, et à l'intérieur, il y a des petits cubes, là. Bah, il y a des petits cubes, ouais, tout à fait. Voilà. Donc, ce qui veut dire que même dans quelque chose qui est relativement plat, hein, parce qu'un flocon, eh ben, on arrive à percevoir ce cube, enfin, ce ou ces cubes. Bah oui, moi j'arrive C'est à les voir. c'est quand même bluffant. Ouais, Je crois que j'ai mis d'autres illustrations. Alors, oui, tout à l'heure, je parlais de fractal.
Bon, bah, le chou romanesco, c'est vraiment l'exemple par excellence de la fractale. C'est-à-dire que c'est le même, la même forme qui est répliquée, en fait. Tu vois? Ouais. Donc, ça, c'était pour illustrer la notion de fractale. Ah, bah, du coup, la Terre, elle revient. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est, je ne sais pas si vous connaissez les solides de Platon. Les solides de Platon, donc c'est Platon qui a mis un modèle mathématique, qui voulait représenter des formes en volume. Et en fait, parmi les 5 solides de Platon, la Terre, c'est le cube. C'est-à-dire qu'à l'époque des Grecs, donc on va dire il y a 2500 ans, eh ben, c'était le symbole du cube. Donc encore le cube en lien avec la Terre. Ce symbole-là, vous le connaissez tous? Ouais. La fleur de vie. Mmh. Regardez. Il y a des cubes, hein. Voilà. Et Des oui. cubes. En fait, ce cube, il est, voilà, dans les traditions. Regardez. Oui. La Kaaba à la Mecque, Ouais. où en fait, il y a des pèlerinages qui se passent. Donc, encore un cube. J'ai encore autre chose. Voilà. Les téphilines, chez les gens de confession juive, et chez les Hébreux. Les téphilines, en fait, c'est donc ces deux objets. Il y en a un qui pose sur le front et un qui pose sur le bras, avec des lanières. Et ils prient avec ces deux objets. Encore le cube. Et justement, on me demande, Sonia d'antan, elle demande, et comment en est-on arrivé à dire que la Terre est ronde du coup? Bonne question. Oui, oui, bah ouais, mais bon, il y a quand même, enfin, il y a quand même de plus en plus Il y a du monde derrière encore, hein. il y a de plus en plus d'esprits qui commencent à dire, mais si c'était pas tout à fait ça, etc. Il y a la théorie de la Terre plate, Ouais. voilà. Ou la Terre creuse aussi. Ah oui, alors là, on est sur autre chose. Ouais. Voilà, regardez, le cube encore. En fait, le cube, il est présent, il est omniprésent dans nos vies. Et en C'est fait, on s'en ça. rend pas compte. C'est ça. Ça, c'est la pierre cubique des francs-maçons. Ouais. Mais c'est ça, c'est que si tu veux, vu qu'on a trop l'habitude de percevoir des choses, nos yeux se sont habitués et on n'arrive pas à voir au-delà, Bah, en tu fait, tu vas vois. voir, ça va même, c'est même au-delà de nos yeux. Là, c'est une représentation. Il faut que j'étudie cette représentation. En fait, c'est des pyramides, et en fait, quand on replie les pyramides, voilà, eh ben, on doit probablement arriver à un cube, je pense. Il faut que je le modélise. En fait, voilà, c'est que, alors c'est de l'humour, hein. Mais en fait, notre cerveau a l'habitude de fonctionner dans cette forme cubique ou le carré. Regardez les expressions françaises. On dit il est allé aux quatre coins du monde. Ouais. Ou alors on dit j'aime beaucoup travailler avec cette personne parce qu'elle est carrée. Ouais. Donc ça veut dire que cette forme carrée en 2D et cette forme cubique en 3D, en fait, elle est omniprésente partout. Je veux dire, là, on est dans une pièce, moi je suis dans une pièce, ben, cette pièce, elle est cubique. Ça veut dire qu'on fabrique des églises, on fabrique des maisons avec des parpaings ils sont pas complètement cubiques, mais ils sont parallélépipèdes. Et en fait, cette forme, elle est omniprésente, elle fait partie de notre monde, mais en fait, on n'en est pas conscient. D'accord? Mm. Donc, l'idée, c'est simplement de prendre conscience de ce. Et puis ça rentre dans nos schémas cognitifs aussi. C'est ça. Vous savez, on dit ça rentre dans le cadre ou ça l'est pas. Il n'est pas dans le cadre. Mm. C'est quelque chose qui est vraiment très, très, très puissant. Donc, alors, on peut même aller un peu plus loin. Hein. C'est-à-dire que
Est-ce que tu sais pourquoi il y a un peuple historique, enfin, il y a 5-6 000 ans, les premiers comptables de l'histoire de l'humanité connus, les Sumériens. Ouais. Les Sumériens comptaient en base 6. Nous, on compte en Ouais. base 10, mais eux comptent en base 6. Et ben en fait, c'est en lien avec le cube. Il y a 6 Bah oui. faces. 6 faces, bah oui. Voilà. Et donc, on a l'héritage des Sumériens, c'est-à-dire qu'on compte les œufs en douzaines. Il y a 60 secondes dans une minute, il y a 60 minutes dans une heure, il y a 24 heures. Donc, tout ça, c'est des multiples de 6. Donc, il y a très probablement un lien étroit avec cette vision du monde, avec les 6 dimensions, en fait. Hein. Donc, la représentation du monde, donc cubique, et puis ben, les mathématiques, etc., qui se sont mis. Certains, j'ai lu un dossier il n'y a pas longtemps, il y a certains scientifiques qui disent que ce serait beaucoup plus puissant de calculer en base 12 que de calculer en base 10. Donc, il y en a certains qui essayent de faire changer un petit peu les mentalités pour faire, bah justement, parce que je pense qu'au niveau cognitif, il doit y avoir des choses qui se passent. Intéressant Yes. cette réflexion. Hein. Et C'est tout ça, clair. rien qu'en observant la nature. C'est-à-dire qu'on dit, ah, mais comment ça se fait qu'il y a un cube de pyrite? Comment ça se fait qu'il y a un cube de soufre, un cube de fluorite, de galène? Donc ça veut dire que cette forme, elle est importante. Ouais, bah oui. Puis le cercle aussi, il est important, je pense aussi, non? Alors oui, alors à partir du moment où on prend conscience de cette forme, donc le carré dans le plan et le cube dans l'espace, est-ce qu'on peut pas mettre en relation le cube, le cercle et le carré, et le cube et la sphère? Bah, si, on pourrait. En fait, un carré, enfin un cercle, c'est un carré qui tourne. Ouais, c'est ça. Et un cube, une sphère, pardon, c'est un cube qui tourne. Eh ouais, mais ça, j'avais pas fait le rapprochement là. Ah ouais. Et tout en partant de cette forme fondamentale du Du carré et du cube. cube. C'est grave, hein, quand même. Bah oui. Bah oui. Et c'est peut-être ça qu'ils ont voulu imaginer la forme circulaire. Bah oui, forcément, vu que ça tourne. Voilà, c'est juste une réflexion comme ça. Ouais, très bonne Et donc, réflexion. et donc, ça permet, quand on prend conscience de cette forme, en fait, du carré et du cube dans nos vies, quand on en prend conscience, quand on les regarde en disant, mais oui, mais c'est impressionnant le nombre de choses qui sont carrées ou cubiques autour de moi, et qu'on observe aussi notre schéma de pensée en disant, ah bah tiens, ouais, on essaye toujours de faire rentrer dans des cases. Ouais, Eh oui. ah oui. Et justement, tu sais, la photo que tu as fait voir tout à l'heure sur le chou, Oui. si on prend la réflexion qu'on vient d'avoir là, avec la forme cubique ou le carré, et donc ce chou donc, il a la forme, c'est des ronds. Qu'est-ce qui nous dit Ouais. qu'à la base, peut-être, c'est pas cubique, et à force de tourner, ça lui a donné cette forme? Peut-être. Peut-être. Parce que Après, tu il vois faudrait. comment ça fait, Ouais. en fin de compte, quand tu vois ce fruit, ce Hmm. légume, c'est que ça, dans son centre, c'est un cercle gros, et plus tu Mhm. montes en haut, et plus il se rétrécit. Voilà. Donc, il doit peut-être forcément, avec la rotation, il a une Peut-être. rotation et. Ouais. Il y a probablement des tas de choses à observer hein, dans la nature, mais déjà, rien que le fait de dire euh, la nature fabrique des pierres cubiques, déjà, le message, il est, enfin, pour moi, il a été très, 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 très fort. Hein.
et de dire, eh ben, ah ben oui, mais je vis dans un monde où il y a énormément de choses qui sont cubiques, quoi. Je veux dire, un cubique ou carré, et d'en prendre conscience et de prendre conscience aussi que ce qui se passe dans notre tête, eh ben, elle est aussi conditionnée par ces formes. Mmh. Et le problème, c'est qu'on n'arrive plus trop à réfléchir parce qu'on le voit tout le temps. Et il faut le voir d'une autre manière. Ben, en fait, c'est tellement en nous, Ancré. c'est tellement en nous que je dis souvent, c'est comme le poisson rouge qui ne sait pas qu'il est dans l'eau. Ouais, c'est vrai. Yes. Voilà, donc c'était cette petite réflexion hein, pour illustrer un peu cette observation naturelle. Et donc, écoutez, je vous laisse vous imprégner ou pas, hein, c'est votre choix. Oui. Je vous laisse vous imprégner Réfléchir pour réfléchir, c'est vrai que ça porte à réflexion. de cette Faites vos proposition. recherches et puis qui regardent et puis Ouais. tout à fait. Alors cette photo, qu'est-ce que c'est? Alors donc là, c'est la photo que j'avais mis au départ. Donc c'est simplement pour illustrer qu'en fait, bon, il y a la croûte terrestre autour de la Terre. Alors, bon, là, on va imaginer qu'elle est cylindrique. Hein. Et donc, en périphérie de cette Terre, de cette sphère, il y a ce qu'on appelle la croûte terrestre. Donc, nous sommes, êtres humains, posés sur la croûte terrestre. Hein, nous sommes les deux pieds par terre et la tête dans le ciel. Et donc, on trouve évidemment la très grande majorité des minéraux dans cette croûte terrestre. À partir de cette croûte terrestre, on a un outil qui s'appelle la chimie, qui nous permet d'étudier la composition de la matière. Alors, les compositions des minéraux, en général, est relativement simple. Et à partir de là, on est capable de comprendre tout un ensemble de choses, de dire, cette pierre, elle est composée de ça et de ça. On va le voir un peu plus tard dans la grande classification des minéraux. Donc, de voir qu'il y a des associations qui se font naturellement. Mmh. Par contre, on ne peut pas les dater. Les pierres? Oui. Il y a des grandes époques géologiques. Hein. Tu sais pourquoi je te dis ça? Je vais te prendre un exemple sur l'archéologie. Oui. Normalement, quand c'est des pierres et autres, tu ne peux pas les dater au carbone, tu ne peux pas les dater. Eux, ce qu'ils vont faire, mettons s'il y a un petit tissu, petit quelque chose avec le vent qui a soufflé, qui a déposé quelque chose à côté, on va dire « Ah, mais peut-être c'est venu de cette époque, on a trouvé un petit échantillon. » Tu vois, ça peut encore nous amener pour nous dire qu'en fin de compte, ce qu'on nous propose encore aujourd'hui, ce n'est pas très, très, très juste. Oui, surtout que les échelles de temps par rapport aux minéraux, c'est pas les. C'est peanuts, bah oui, attends, quand tu regardes les stalactites et les stalagmites, combien ça fait pour que ça fait des belles formes? C'est pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Voilà. Donc là, je vous propose donc une petite explication de cet outil qui permet d'étudier la chimie, qui s'appelle la classification périodique des éléments chimiques, ou aussi le tableau de Mendeleïev, qui est le révélateur en fait de ce tableau dans les années 1864, je crois. Même si l'idée au départ avait été proposée par un Français quelques années plus tôt, mais le gros défaut de ce Français, c'est qu'il n'était pas chimiste, il était géologue. Donc les pères de la chimie lui ont dit, écoute, ton idée elle est sympa, mais tu es géologue, donc on ne va pas la retenir. Et quelques années plus tard, le chimiste Mendeleïev l'a proposé, on lui a dit, ah ouais, c'est sympa. Alors à l'époque, il avait pas cette forme, hein. C'était simplement, il avait fait une liste, il y avait des éléments qu'il n'avait pas trouvés, mais il avait dit un jour on les trouvera. Et cette représentation, elle est plus récente, elle doit dater du début 20e, c'était plus en lien avec les travaux de la mécanique quantique, etc., de la physique quantique. Donc là, il est un petit peu écourté, parce qu'en fait, tout ce qui est en dessous, c'est principalement des métaux radioactifs. Donc, comme on parle de santé, on va éviter la radioactivité.
Ouais. Donc, dans ce tableau, il y a 3 grandes familles d'éléments pour la chimie naturelle. Il y a cette colonne de droite, là, qui est la colonne des gaz rares. Alors, donc, c'est des éléments qui sont gazeux et en fait, ils ne sont pas intéressants pour la chimie parce qu'ils ne se mélangent avec rien. Alors que justement, la chimie, c'est les combinaisons, c'est les échanges, Oui. etc. Voilà. Ensuite, alors je sais pas, on voit ma souris là quand je. Non, on ne voit pas ta souris. Ah. Alors, en haut à droite, là, juste à gauche des gaz rares, vous avez une forme de triangle avec des cases roses et rouges. Donc vous avez le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor, le phosphore, le soufre, le chlore, Ouais. etc. Et puis ça descend jusqu'à l'iode. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les non-métaux. OK. Et puis tout le reste du tableau jusqu'à la gauche, jusqu'à la colonne à gauche, là, ce sont les métaux. D'accord. Donc ça, c'est une notion importante à voir parce qu'on va se rendre compte que, voilà, alors on voit sur le schéma en haut, là, le tableau avec les non-métaux et puis les métaux qui sont dessous. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la nature, en fait, pour fabriquer les minéraux, elle associe les métaux et les non-métaux. D'accord. D'accord? Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous disais, la galène, la première pierre qu'on a vue, c'était un sulfure de plomb. Donc, le soufre, sulfure, c'est soufre, et plomb, ben, c'est le plomb. Donc, d'un côté, vous avez le soufre qui est un non-métal, et le plomb qui est un métal. D'accord? Si on prend... On va retrouver, donc, pour les minéraux, si je comprends bien, toujours les mêmes deux compositions, un minéraux et un non-minéraux. Un métal et un non-métal. Ouais, sinon ça ne fonctionnerait pas. Ben, c'est comme ça que la nature fabrique les minéraux. D'accord, oui, ok. Alors, Elle est évidemment, bien faite. voilà, évidemment, comme dans tout, il y a des exceptions. Il y a la première catégorie là qu'on voit, ce qui s'appelle les éléments natifs. Donc, ça veut dire qu'on les trouve tout seuls on les trouve tout seuls dans la nature. Donc, le soufre, on le trouve tout seul dans les zones volcaniques, par exemple. Là, on peut trouver l'argent, le cuivre, l'or d'une façon native, c'est-à-dire on les trouve tout seuls. Voilà. Donc ça, c'est autrement tous les autres. Donc il y a 9 grandes familles dans cette classification minérale. Tous les autres sont des combinaisons. Toujours métaux, non métaux. Donc, si je prends la famille des sulfures, par exemple, la deuxième, là, c'est métal, soufre plus métal. Donc, dans les plus connus, donc j'ai dit la galène, il y a la stibine qui est un sulfure d'antimoine, il y a la covéline qui est un sulfure de cuivre, etc. La blinde qui est un sulfure de zinc. Voilà. Donc, la famille 3, eh ben, en fait, on va retrouver toujours métal, non métal. Donc, le fluor, par exemple, avec le calcium, comme on a vu tout à l'heure, il y avait 2-3 exemples de fluorite, fluorure de calcium. Donc, le non-métal, c'est le fluor, et le métal, c'est le calcium. Dans la famille 4, la plus connue, bah, c'est l'hématite. Donc, c'est un oxyde de fer, oxygène non-métal, fer métal. Dans la famille 5, c'est surtout les carbonates qui sont connus. Donc, c'est carbonate de calcium, par exemple, la craie, toutes les calcites, c'est du carbone, de l'oxygène et du calcium. Donc, métal, non métal. Les sulfates, alors dès qu'on entend le mot ate, ça veut dire qu'il y a de l'oxygène. D'accord. En plus. Donc, sulfate, c'est soufre plus oxygène plus métal. Donc, le gypse, on le reverra tout à l'heure. Le gypse, c'est du soufre, de l'oxygène, du calcium. Donc, d'un côté, 2 non-métaux et un métal. Les phosphates, donc phosphore, oxygène, plus métal. Donc, par exemple, l'apatite est un phosphate de calcium. Alors, une famille un petit peu particulière, la famille des silicates. Alors, la famille des silicates, elle est tellement importante qu'elle elle remplit pas obligatoirement cette règle. Mais elle est tellement importante, c'est toute la famille des quartz. Donc, on va du quartz du cristal de roche, le quartz rose, l'améthyste, la métrine, l'aventurine, la cornaline, donc toutes les couleurs
toutes les couleurs des pierres. Et puis ensuite, toute la famille, une sous-famille qui s'appelle la famille des feldspaths, qui est aluminium, silicium. Alors, silicate, ça veut dire silicium. Silicium, oxygène. Plus des traces de métal. C'est les traces de métaux qui vont donner la couleur, en fait. La couleur du quartz. D'accord. Et dernière famille, la famille des composés organiques. Alors là, ouais, c'est un peu l'autre extrême, c'est-à-dire que là, on a pratiquement que des non-métaux. On va avoir des traces de métaux, puisqu'en fait, l'ambre, par exemple, est un composé organique, c'est de la sève qui est fossilisée. Oui. Donc, on va avoir des traces de métaux, mais vraiment infinitésimales. Donc, la famille des silicates, oui, donc la famille 8, c'est une famille très, 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 très vaste. Hein. La labradorite, par exemple, est un silicate, c'est un feldspath. Donc tous les, on va dire, tous les cristaux, tous les quartz de couleur. La citrine, j'ai oublié tout à l'heure la citrine. La tourmaline, enfin vraiment une très très grande famille. Tu as des questions sur... Non, c'est bon, vas-y, tu peux continuer. Alors, à partir de là, eh ben là, on a énormément parlé des minéraux, des pierres. Ouais. Donc, on a parlé de la composition de ces pierres. Ben, en fait, l'intérêt, c'est de dire comment on peut utiliser les pierres pour notre santé, la santé humaine. Donc, Ouais. on sait que, par exemple, le cerveau, il fonctionne avec silicium, aluminium, calcium, soufre, oxygène. La rate, ça va être potassium, sodium. L'estomac, ça va être NaCl, donc le chlorure de sodium, etc., etc. La peau, c'est le soufre. Le sang, oxygène, soufre, fer, calcium, etc. Donc, on a une vision globale des différents composants du corps avec cette lecture matière, avec cette lecture atomique. D'accord. Voilà, tu vois, on parle pas d'hormones, on parle pas de protéines, on parle pas d'hémoglobine. Ouais. Parce que ça, et justement, est-ce que tu peux expliquer aussi, en quelque sorte, parce que on peut dire que quelque part, ça peut être un bienfait pour l'organisme, donc des minéraux, mais qu'il fallait faire attention avec les croyances de ces minéraux. Tu sais, il y en a qui vont trop attacher d'importance avec les pierres. Oui, effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a énormément de croyances. C'est-à-dire que, bon, il y a beaucoup de livres qui sont écrits. Alors moi, ce que je dis souvent, c'est allez à la FNAC, vous prenez 5 livres qui parlent de minéraux, vous choisissez une pierre et vous regardez ce que disent les 5 livres. Bah, vous n'allez pas avoir le même message dans les 5, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont avoir chacun une lecture de la partie croyance énergétique de la pierre. Alors que si on raisonne sur un plan matière, en disant cette pierre est composée de telle famille, enfin de métaux, non-métaux, on peut comprendre les interactions qu'il peut y avoir avec le corps. D'accord ? Donc, à partir de cette grille-là que je proposais, on peut être capable d'identifier, je ne sais pas, si j'ai des problèmes de peau, par exemple, l'élément par excellence, c'est le soufre. Donc, ça veut dire que j'ai de l'eczéma, j'ai de psoriasis, j'ai des furoncles, j'ai je sais pas quoi, des problèmes de peau. Donc, à ce moment-là, le soufre va être l'élément qui va permettre d'aider la peau à se réguler chimiquement. D'accord ? Le sang, l'oxygène en général, ça fonctionne pas trop mal, mais il y a aussi du soufre. Par exemple, quand on dit que les personnes sont anémiées, c'est des problèmes de fer dans le sang. D'accord ? Donc, on peut essayer, plutôt que de prendre des cachets on ne sait pas vraiment si ça fonctionne.
j'ai cru comprendre que la majorité du temps, ça ne fonctionnait pas très très bien. Eh ben, on peut peut-être s'orienter sur une pierre qui est riche en fer, donc l'hématite, porter un collier en hématite ou un bracelet en hématite, et il va y avoir des échanges physico-chimiques entre le bracelet et le corps, et potentiellement faire entrer du fer dans le corps. Donc, ça permet, si vous voulez, à partir du moment où on identifie des éléments, eh ben, de dire que propose la nature, que propose la nature en termes de minéraux, dont la formule chimique contient ce ou ces éléments. Ouais. Et justement, est-ce que tu pourrais rajouter aussi sur les formes de croyances en plus par rapport aux pierres? Parce qu'on en a déjà discuté. J'aimerais bien que les éditeurs qui nous écoutent, que tu puisses leur donner quelques infos par rapport à ça, les croyances qu'on a à travers ces pierres. Alors, c'est vrai que souvent, au jour d'aujourd'hui, ce que je constate dans les boutiques de minéraux, c'est que les pierres qui se vendent le mieux, c'est les pierres de protection. Les gens réclament des pierres de protection à tout va. Donc, ça va être le principe. Alors, la number one, c'est l'œil de tigre. L'œil de tigre. L'œil du tigre. L'œil de tigre, ouais. Et c'est fabriqué avec quoi comme type de pierre? Alors, ça fait partie de la famille des silicates, donc la famille on va dire, c'est du quartz. Et à l'intérieur, il y a du fer. Il y a des ions fer qui sont cristallisés. Je crois que le nom, je ne sais pas si c'est pas chrysolite, le nom savant de cette pierre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'être humain a tendance à vouloir projeter quelque chose sur l'objet, sur la pierre. Mais en fait, une protection, ça veut dire je veux me protéger du monde extérieur, mais intérieur et extérieur, c'est la même chose. En fait, c'est en lien avec mon état intérieur, c'est en lien avec mes blessures. C'est ça. Donc, si je construis un bouclier, ce bouclier, de toute façon, un jour ou l'autre, il va y avoir une situation où quelqu'un qui va réussir à le percer. Donc, l'idée, plutôt que de vouloir construire des boucliers et des murs, c'est de travailler sur la confiance en soi. Ouais. Donc, on pourrait très bien poser, vous savez, un enfant, quand il ramasse une pierre par terre, il dit ça, c'est ma pierre porte-bonheur. Et puis il va la garder 6 mois, 1 an, ou il va la garder plus ou moins longtemps. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que c'est ce qu'on appelle des formes pensées. C'est-à-dire qu'on projette quelque chose sur la pierre, mais bon, la pierre, elle ne sait pas ce que c'est que la peur. C'est ça. Tu vois. Donc, par exemple, les pierres qui font dormir, une pierre ne sait pas ce que ça veut dire, dormir. Donc, je pense qu'il peut y avoir, ce serait intéressant qu'il y ait une réflexion autour de ça en disant, est-ce qu'on ne peut pas repositionner simplement les choses faire un travail sur soi, de développement personnel, de compréhension de la vie, etc., puisque la vie, elle est là aussi pour nous faire grandir, plutôt que de vouloir construire des protections, des boucliers, etc. C'est ça, mais tu sais, on a comme une impression qu'en fin de compte, quand tu regardes, donc, les pierres, elles ont des spécificités particulières pour l'organisme en particulier, sauf que ces pierres, elles sont détournées pour d'autres usages qui ne devraient pas être. T'as un exemple? Je vais prendre un exemple. Tu sais, tu parles une pierre, je sais pas moi, tu as un manque de fer, t'as un manque de fer. Donc, tu vas prendre ta pierre où il y a un manque de fer pour justement te mettre, comme tu l'as dit, sur le bracelet, et avec le contact, au fur et à mesure, ça va rentrer dans ta peau et autres. Alors que tu prends les pierres, que les gens ils font des croyances qui croient que ça va les protéger, la pierre. Non, on va dire en quelque sorte, c'est détourné de son utilité initiale. Ouais. Ouais, en même temps, je pense qu'aujourd'hui les gens cherchent beaucoup de choses.
Et puis, il y a des courants de pensée. Aujourd'hui, si les gens n'achetaient pas des pierres par rapport à des considérations, beaucoup de croyances, le marché de la Ouais. pierre n'existerait plus, enfin beaucoup moins, quoi. C'est Alors c'est ça, vrai mais que c'est toujours que des croyances. Quand tu réfléchis, c'est que des croyances. Alors que ouais, les pierres, si elles sont bien utilisées pour leur but bien précis, et puis c'est même ça, on se rattache toujours à quelque chose pour justement, alors qu'on a notre corps, il est tellement bien fait. Je parle par rapport aux protections, hein, je ne parle pas forcément, on a toujours besoin des minéraux parce on en a besoin. Je ne parle pas de ça, je parle de croyances, quelque chose se référer pour une croyance de quelque chose pour des protections. Je parle de ça, alors qu'on a tout. Oui, bah après, c'est aussi une question de chemin, de rester dans sa zone de confort, de ne pas vouloir se remettre en question, de ne pas vouloir voir la vie. Ouais. Voilà, après, Il y a du travail. Hein. c'est aussi le chemin de l'humanité. Mais c'est vrai que moi, je me pose quand même des questions parce que quand on connaît l'industrie qui est autour des minéraux, c'est quand même pas joli. Hein. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, les minéraux, alors bon, même s'il y en a certains qui disent oui, on essaye d'avoir des minéraux où l'extraction est raisonnée, etc. Non, c'est pas raisonné. Hein. C'est la dynamite et puis voilà, ils y vont pas à la pince à épiler hein, pour extraire les minéraux. Donc et puis aujourd'hui, il faut savoir que tous les minéraux, alors il y a une grosse part qui vient de Madagascar, hein, et tous les minéraux passent par la Chine. Donc Ouais. les minéraux, ça pèse très lourd. C'est pas des plumes, quoi. C'est pas pour faire des couettes ou des édredons. Oui. Donc ça pèse très lourd. Donc il y a des tonnes de minéraux qui traversent les océans pour aller en Chine. Les minéraux sont travaillés en Chine. Alors après, je ne sais pas trop dans quelles conditions, hein, mais bon, on peut imaginer. Et puis après, ça revient en Occident. Donc en termes d'énergie consommée, c'est assez impressionnant. Et puis bon, il y a tout ce qui tourne autour. Je veux dire, le commerce des pierres, c'est pas très clean, quoi. Hein. Donc, je pense que ce serait intéressant de réfléchir un petit peu autour des ressources, en fait. Ouais. Voilà. Donc à partir de cette diapo, à partir de ce constat, eh ben, on peut, à partir de là, dire, eh ben, je vais étudier le corps humain sous une vision systémique, c'est-à-dire que voilà, on voit le squelette, on voit le système hormonal avec les glandes endocrines, la peau, les vaisseaux, le système nerveux, le système musculaire, etc. Et tout ça, c'est de la matière, donc c'est composé d'atomes. Alors, nous, effectivement, nous sommes des êtres vivants, donc nous sommes énormément composés de carbone. Hein, mais cette matière, en fait, cette matière organique, en fait, elle fonctionne grâce aux métaux. C'est-à-dire grâce au sodium, grâce au potassium, grâce au calcium, etc. Donc, l'idée, c'est de bien intégrer ça. Donc, et de bien intégrer aussi le fait que tout fonctionne en même temps, tout le temps. C'est-à-dire que il n'y a pas, à un moment donné, il n'y a pas que mon cerveau qui travaille, mon cœur il continue de battre, mes poumons ils continuent de respirer, mon sang il continue de circuler. Et c'est vrai que souvent, la médecine et la pharmacie raisonnent un peu en disant, bah, la problématique elle est là. Bon, si vraiment il y a des gros problèmes, on va essayer d'agir sur ce qu'il y a autour. Mais l'idée c'est de raisonner dans la globalité en disant cette matière fonctionne tout en même temps et tout le temps. Ouais. Alors pour illustrer un peu tout ça, en fait, on va prendre quelques exemples de solutions minérales.
Alors, la première est très très connue, hein, c'est l'argile. Donc l'argile, on s'en sert sous forme de cataplasme, on s'en sert, on peut la boire, on peut. Bon, oui, c'est les deux principales utilisations. La composition chimique de l'argile, donc c'est un aluminosilicate, donc c'est aluminium et silicium, hein, c'est les deux éléments qu'on voit qui correspondent aux deux traits verts là. Donc c'est deux éléments qui sont l'un à côté de l'autre. Alors l'aluminium est un métal et le silicium, on l'a vu tout à l'heure, c'est toute la famille des silicates, hein, toute la famille des quartz. Donc en fait lui il est entre les deux. J'en ai pas trop parlé tout à l'heure, mais il y a quelques éléments qui sont ni franchement métaux ni franchement non métaux. Voilà, ils sont un peu entre les deux. Donc c'est un aluminosilicate et ensuite ce qui va donner la couleur en fait, c'est principalement des traces. Des traces de fer, des traces de, je sais plus ce qu'il y a, il y a beaucoup, je sais qu'il y a la verte c'est du fer, la rouge aussi. Après il peut y avoir d'autres éléments. On pose une question justement sur l'argile. Sonia d'antan, elle demande est-ce que l'argile a plusieurs couleurs et des effets différents? Alors potentiellement oui. Alors de mémoire, j'avais fait un article sur l'argile. Attendez, je vais essayer de retrouver rapidement. Tout savoir sur les argiles. Les couleurs, propriétés. Alors voilà, il peut y avoir des traces donc de magnésium, calcium, cuivre, potassium, sodium, zinc, silicium, sélénium, cobalt. Donc effectivement, en fonction de ces éléments, on va avoir des couleurs différentes. D'accord. Donc ce qu'on appelle la kaolinite, c'est la couleur blanche. Donc il y a peu de traces de métaux, on est vraiment sur aluminium, silicium. J'avais identifié l'hylite de couleur verte, donc très, très absorbante, utilisée pour les soins de beauté, les masques ou les cataplasmes, idéale pour les peaux grasses, elle apaise et calme les douleurs inflammatoires et absorbe facilement les infections et le pus. Et il y a la smectite de couleur rouge, je crois, très riche en oxyde de magnésium, les plus puissantes pour détoxifier. Ok, on en trouve beaucoup, celle-ci, la orange, là? Alors l'argile, c'est quelque chose de très très commun hein, sur Terre. Hein. Mais sur la orange, j'en ai pas sur l'orange, j'en ai pas vu beaucoup. Ouais, alors je suis pas un spécialiste de l'argile, parce que l'argile, en fait, sur un plan géologique, c'est la dégradation des granites. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a le granit, et puis à force, avec l'eau, l'érosion, etc., Ouais. il y a de la poudre, et puis cette poudre, c'est l'argile qu'on retrouve dans les rivières. Ouais, ok. Donc l'argile, c'est vraiment au niveau de la symbolique de l'humanité. Hein, l'homme, dans la Bible, par exemple, on dit que l'homme Adam, en fait, ça veut dire homme d'argile. Bah oui. Donc voilà. Donc il y a quelque chose de fort autour de l'argile, et c'est vrai que l'argile a des propriétés très très intéressantes, et c'est quelque chose de très commun au jour d'aujourd'hui. Beaucoup de gens font de l'argile. C'est clair. Pour les problèmes digestifs, il y a Jade Allègre hein, qui est la spécialiste de l'argile. Ouais, elle a quelques soucis en ce moment. Oui, mais je crois que ça c'est non, parce que j'ai entendu Je qu'elle avait sais été pas, j'ai convoquée. vu, il y Elle a de avait été ça convoquée, peut-être, ouais. ouais, il y a de ça 2-3 mois, un truc comme ça. Ouais. Mais je sais pas si ça allait plus loin encore. Mais bon. Je j'ai pas de nouvelles, j'ai pas été voir, mais j'ai vu passer ça, donc Ouais. ouais. C'est-à-dire que l'argile, on en trouve partout sur la planète, même dans les pays très pauvres, hein, parce que Jade Allègre est allée travailler au sein des ONG. Et c'est vrai que quand on n'a pas grand-chose, l'argile, c'est une solution minérale très intéressante. Donc voilà les différentes couleurs d'argile qu'on peut.
Et puis au niveau de l'humanité, l'argile, ben, on a fabriqué les briques, on fabrique les tuiles, on fabrique tout ce qui est poterie, etc. Donc c'est quand même quelque chose de très, 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 très important. Le soufre. Voilà, le deuxième élément, donc on a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, donc l'élément soufre. Alors l'élément soufre, vous voyez, c'est un élément atomique. Cet élément, c'est un élément qui est très important pour la chimie de la vie. Alors, le soufre, on l'utilise facilement pour aider et pour traiter les végétaux, notamment la vigne, quand il y a des attaques d'odium ou de mildiou. Donc, en fait, parce que le soufre a des propriétés fongicides. Donc, il va aider la plante à éliminer les champignons. Et puis, de toute façon, on utilise le soufre même pour fortifier les plantes d'une façon naturelle. Donc, ce soufre, il est important aussi pour notre chimie à nous. C'est-à-dire qu'on a 140 grammes de soufre à peu près dans le corps. Donc voilà, le soufre, on le connaît aussi sous cette forme. 140 grammes, et donc on en a de la tête aux pieds du soufre. La protéine des cheveux, des ongles, la peau, les cartilages, etc. Tout ça, le soufre est omniprésent dans ces tissus. Et tiens, justement, juste avant de continuer, j'ai une question en rapport avec les minéraux. Oui. Dis-moi, est-ce qu'il existe des correspondances entre les familles de minéraux et les chakras dans la lithothérapie? Alors, oui, parce qu'en fait, les chakras, en fait, on résonne sur un code couleur. OK. D'accord? Le coronal est violet, le troisième œil bleu, la gorge bleue, etc. Donc, en fait, on peut utiliser effectivement des pierres qui correspondent par rapport au code couleur. Et comme j'avais commencé à l'expliquer tout à l'heure, dans cette famille des silicates, dans la famille des quartz, eh ben, on a toutes les couleurs. Et on retrouve des pierres de toutes les couleurs des chakras. D'accord. Le coronal, par exemple, on prendra une améthyste. Le troisième œil, on prendra le lapis lazuli, qui est un feldspath. La gorge, on pourra prendre une chalcédoine ou une sodalite. Le chakra du cœur, donc on a les deux couleurs, le rose et le vert. Donc le vert, on prend de l'aventurine, et le rose, on prend un quartz rose. Le plexus solaire, c'est le jaune, donc on prend une citrine. Le sacré, la cornaline. Et le racine, on prendra un jaspe rouge, par exemple. OK. Donc, on retrouve dans cette famille de silicates, on a toutes les couleurs. Donc, c'est bien. Yes. Voilà. Merci pour cette précision. OK. Donc, là, c'est du soufre. Voilà. Et donc, le soufre, en fait, donc, alors, Philippe Perromino avait entamé les travaux avant moi. Moi, je l'ai rejoint en 2012. Et donc, il a mis au point une pierre de soufre. Puisque le soufre, on le connaît à l'état solide dans cet espace, dans cet espace-temps et dans ces conditions de température et de pression. On le connaît à l'état solide, donc il a inventé un objet, la première pierre de soufre, que je vous montre ici, qui est un galet de massage, parce que le principe, c'est d'apporter du soufre au plus proche de nos douleurs. Donc ça, c'est la première pierre, et moi, je l'ai fait évoluer en 2021, parce qu'en fait, cette pierre avait un défaut majeur, c'est que si elle tombait, elle casse. Donc moi, j'ai réussi à mettre un petit cordon pour on passe 2 doigts dedans, et la pierre ne tombe plus. Donc le principe, c'est très simple. J'ai une migraine, je prends la pierre, je frotte au niveau des tempes. Il y a du soufre qui va se déposer sur la peau, qui va pénétrer très rapidement au niveau du système sanguin et nerveux, et le soufre est un stimulant général du fonctionnement des tissus. Donc, si j'ai mal quelque part, ça veut dire que ça ne fonctionne pas bien. J'apporte du soufre, ça stimule le fonctionnement général du tissu, et on va sortir de la douleur aiguë ou chronique.
Donc, pour les problèmes de peau, donc là, eczéma, psoriasis, coup de soleil léger, les boutons, parce que le soufre antiseptique aussi. Voilà. Donc, on l'utilise dès qu'on a un problème, on l'utilise. On a mal quelque part, on ne sait pas pourquoi. Hop, j'ai mal à la main, je me frotte la main. Le soufre se dépose, va pénétrer et va stimuler tous les tissus, que ce soit tendons, muscles, cartilage, etc. Donc, très efficace pour tous les contextes inflammatoires. Donc, cette diapo, en fait, c'est simplement pour dire, voilà, c'est une composition naturelle, hein, c'est que du soufre, compact et durable, conçu et élaboré en France. Hein, c'est moi qui suis l'inventeur de cette pierre et le fabricant aussi. Tarif abordable, parce qu'en fait, cette pierre coûte 33 €, mais dure des années et sert de la tête aux pieds. C'est-à-dire, si j'ai une migraine, je me masse là. Si j'ai un torticolis, je vais me masser au niveau du cou. Si j'ai une tendinite au coude, je vais me frotter le coude. Voilà. L'idée, c'est vraiment des problèmes de digestion. Je vais me masser au niveau du foie, toute la sphère digestive. Pour les problèmes rhumato aussi? Oui, oui. Tout ce qui est arthrite, arthrose, très, très efficace. Ok. Donc, solution contre la douleur et soulage de nombreux maux. Très ergonomique pour une bonne tenue en main. Parce qu'en fait, là, on la tient bien en main. On passe 2 doigts dedans. On la loge dans le creux de la main. Là, ici. Et là, on frotte. Voilà. Très simple d'utilisation. On est sûr que, vu que c'est externe et local, on est sûr que ça va agir. Hein. Si je me frotte le coude, on est sûr que ça va agir dans mon coude. Et c'est non invasif, puisqu'en fait, voilà, ça va rester local. Donc, le soufre est vraiment un élément très, très, très puissant pour nous aider, en fait, comment dire, à booster les choses, les tendinites, les douleurs musculaires, les contractures, les crampes, très efficace sur les crampes aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose à avoir au quotidien. Et faire du préventif aussi, hein. C'est-à-dire, l'idée, c'est de conserver la santé. Hein. Ouais. Yes. En plus, c'est fabriqué en France. Voilà. Par un Français. Ouais. Voilà. Voilà, donc un petit résumé donc de les douleurs aiguës ou chroniques, donc céphalée, migraine, les acouphènes fonctionnent très très bien sur les acouphènes. Alors soit disparaissent complètement, soit sont très largement diminués. Fatigue oculaire, sinusite, eczéma, psoriasis, acné, verrues, les verrues pour les problèmes de peau, oui. Tension musculaire, crampes, douleurs articulaires, arthrite, tendinite et digestion lourde et difficile. Donc un massage local de quelques minutes par jour pour bénéficier de toute l'efficacité du soufre minéral. Donc le soufre est vraiment un élément très 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 important, le soufre minéral, pour nous aider à moins souffrir. Hein, souffrir avec 2 F, souffre avec un F. Petit clin d'œil. Alors, je vous propose maintenant une autre combinaison d'éléments. Donc, on va rester sur le soufre et le soufre combiné du calcium. C'est-à-dire que la nature propose une roche qui est du soufre avec du calcium. Alors, c'est du soufre avec de l'oxygène et du calcium, c'est du sulfate de calcium. D'accord. Alors, je dois avoir une photo. Voilà. Alors, globalement, ça peut ressembler à ce genre de roche. Ça fait partie d'une famille qui s'appelle les gypses. Alors, pas les gypses. Et c'est un produit naturel. C'est un produit qui. C'est un produit. C'est naturel ou c'est fabriqué par l'homme? Ah non, c'est naturel. C'est extrait du sous-sol, ça. D'accord. Donc, la famille des gypses, c'est une famille qui est relativement grande. Vous avez du gypse comme ça, un peu brut. Vous avez du gypse fibreux. Alors, le gypse fibreux, il a un autre nom aussi, il s'appelle la sélénite. La rose des sables est aussi un gypse.
il y a le gypse fer de lance. Enfin, il y a toute une catégorie une déclinaison de famille de gypse. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a identifié cette combinaison calcium-soufre, qui était importante pour notre santé, en fait, on s'est rendu compte que tout était prêt à l'usage. Parce qu'en fait, l'homme fabrique quelque chose à partir du gypse. Il transforme le gypse, c'est-à-dire que le gypse, c'est du sulfate de calcium avec hydraté, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu d'eau dedans. Donc, il est cuit et concassé. Et on fabrique, alors, quelque chose qui normalement sert pour le bâtiment. On fabrique le plâtre de Paris. Eh oui. C'est pas mal quand même. Donc, en fait, quand avec Philippe, quand on a découvert ça, on a dit, mais c'est génial, tout est prêt. Donc, en 2000, je crois que c'était en 2013, on a commencé à mettre sur Internet et on a dit, mais on en fait quoi de cette découverte? Eh ben, on a dit, cadeau pour l'humanité. Parce qu'en fait, le fait d'apporter, alors vous avez vu que le soufre est très très important, mais le fait d'apporter le soufre avec le calcium, c'est encore plus puissant. Donc, deux modes d'utilisation. Attendez, je vais rembobiner. Voilà. Deux modes d'utilisation du plâtre de Paris. On achète du plâtre de Paris. Alors, bien prendre du plâtre de Paris. Parce que c'est une dénomination très particulière où il n'y a pas d'additif. D'accord. Donc, première utilisation en bain de pied. On prend une cuvette, on met beaucoup d'eau, un peu chaude, tiède, un peu chaude. On met 2 cuillères à soupe de plâtre. On touille. Et on fait des bains de pied de 20 minutes. Alors là, c'est assez bluffant hein, parce que ça décongestionne les jambes à une vitesse grand V. Les personnes qui ont des douleurs au niveau des pieds, au niveau des chevilles, jusqu'aux genoux, alors évidemment, il ne faut pas avoir de gros problèmes de genoux, hein, il ne faut pas avoir un problème de ménisque ou des choses comme ça. Mais les crampes, par exemple, ça va complètement faire disparaître les crampes. J'ai eu des cas de personnes âgées, des femmes qui avaient des impatiences. C'est la maladie des jambes sans repos. Et ben, en une semaine, c'était réglé. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de remède avec le plâtre. En une semaine, c'est largement réglé. Donc voilà, plus en traitement de fond. Hein, on fait 3-4 jours de bain de pied au plâtre, une fois par mois. Les femmes enceintes, par exemple. Les femmes enceintes, je leur dis, faites des bains de pied au plâtre parce que vous êtes dans une phase où l'enfant en gestation, en fait, monopolise énormément de calcium dans le corps de la maman. C'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui ont, quand elles sont enceintes, elles ont les dents qui commencent à être endommagées ou des problèmes de thyroïde, parce que la thyroïde, c'est la glande qui est en lien direct avec le calcium, ou des problèmes de diabète de la femme enceinte, ou des problèmes d'articulation, parce que l'enfant va pomper le calcium. Donc, si la future maman fait des bains de pied au plâtre une fois par semaine, elle fait 1-2 jours de bains de pied au plâtre, eh ben, elle se recharge. Elle se recharge en calcium. Et ça passe pas par le système digestif. Vous voyez ? Ça passe par l'arthrose aussi, le plâtre? Comment? L'arthrose aussi pour le plâtre? Oui. Oui. Alors, le soufre fonctionne bien parce que c'est rapide, le soufre. On se frotte 30 secondes, 1 minute. Le plâtre, bon, c'est un peu plus contraignant. Il faut faire. Alors là, je vous ai expliqué les bains de pied. La deuxième utilisation, c'est les cataplasmes. Parce qu'une capsulite de l'épaule, par exemple, bon, les bains de pied, ça va pas le faire. Par contre, un cataplasme avec du plâtre, c'est très très efficace. Ou un lumbago, ou des problèmes de cervicales. Tout ce qui est le haut du corps, en fait. Et puis, bon, effectivement, si c'est un gros problème de genou, là, dans ce cas-là, on fait des cataplasmes. Donc, les cataplasmes, en fait, j'ai référencé des bandes de plâtre, des bandes de plâtre de Paris. Donc, on coupe des morceaux, on les mouille et on les applique directement à l'endroit où on a mal. On laisse sécher un quart d'heure, 20 minutes.
Et contrairement à l'argile où on peut garder le cataplasme, parce qu'il y a des personnes qui mettent des cellophanes autour des cataplasmes d'argile, là, on retire. Une fois que c'est sec, il n'y a plus d'effet. Donc on retire et on peut laisser la pellicule blanche. Voilà, donc les deux grandes utilisations du plâtre. Vraiment, c'est impressionnant. J'ai des retours, alors aussi bien sur le souffle, j'en ai encore eu un cet après-midi là. Une jeune fille qui avait une énorme plaque d'eczéma dans le creux du bras. En 10 jours, j'ai eu les deux photos, avant et après. J'aurais dû les mettre, mais Ouais. j'avais les deux photos. Avant, 10 jours après, il n'y a plus rien. Impressionnant. Incroyable. Hein. Et le plâtre, alors le plâtre passe sur les problèmes de peau, plutôt privilégier le soufre pour les problèmes de peau, parce que le plâtre va avoir tendance à sécher. Et puis de toute façon, le plâtre, ça va laisser de la poudre. Donc éviter sur les problèmes de peau, privilégier le soufre plutôt que le plâtre. Par contre, pour tout ce qui est contracture musculaire, les crampes, les tendinites, là c'est le plâtre, le soufre et le plâtre sans aucun problème. Alors l'idée, c'est de faire un cataplasme de plâtre et puis la journée de consolider avec la pierre de soufre. Yes. Voilà, et puis je voulais illustrer en fait, le sel, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, hein, le sel cristallisé sous forme cubique, mais il y a aussi le sel marin qui est une cristallisation. Alors, le sel, lui, c'est du chlorure, donc c'est la case rouge qu'on voit à droite, du chlore, pardon. Et puis, vous avez le carré bleu qui est à gauche, donc qui regroupe sodium, potassium, donc sodium, c'est Na, potassium, c'est K, calcium, c'est Ca, et Mg, c'est magnésium. Donc, on a une dominante. Alors, c'est du chlore principalement de sodium. Et puis après, vous avez du chlore de calcium, du chlore de potassium et du chlore de magnésium. Donc, ce qui est magique, quand on regarde la nature avec des yeux d'enfant, c'est que le chlore tout seul, c'est mortel. Les 4 éléments, sodium, calcium, potassium, magnésium, sont mortels, tout seuls. Par contre, le chlore réuni avec ces éléments, c'est la vie. Incroyable. Et grâce au sel, en mangeant du sel, alors je sais, je dois être le seul thérapeute en France qui dit qu'il faut manger du sel. Je sais qu'il y a eu une diabolisation du sel depuis les années 70-80, quand les plats de l'agroalimentaire sont arrivés parce qu'ils sont salés sucrés. Et le palais ne détecte plus la sensation de sel. Donc, on a tiré un boulet rouge sur le sel. Et malheureusement, moi, ce que je me rends compte, c'est que les gens sont très fatigués. Ils ont le cerveau qui ne fonctionne pas obligatoirement très, très bien. Ils ont leur corps qui fonctionne aussi difficilement. Ils vont avoir des courbatures, ils vont avoir des crampes, ils vont avoir des douleurs articulaires, etc. Et en fait, ou des problèmes digestifs, des reflux gastriques, des problèmes de digestion, des constipations, etc. Et tout ça, c'est à cause du manque de sel. En fait, dans notre corps, tout est salé. Le sang est salé, le liquide interstitiel est salé, le liquide intracellulaire est salé, tout est salé. Donc, Oui. et on sait même notre sueur, elle est salée. Bien sûr. La sueur, les urines, les larmes. Et on sait que les échanges électrochimiques fonctionnent beaucoup mieux dans l'eau salée que dans l'eau plate. Ouais. Et justement, si tu pourrais conseiller quelqu'un qui souhaiterait prendre du sel marin, tu lui conseillerais quoi comme marque, non pas de marque, comme sel marin? On peut en trouver dans les grandes surfaces? Très simple. Du sel qui vient de l'océan. Éviter la Méditerranée, parce que la Méditerranée, c'est une mer fermée, et voilà, en termes de pollution. Donc, du sel qui vient de l'océan, donc Oléron, Noirmoutier, Guérande, voilà. Du sel brut, pas du sel raffiné. Ouais. Parce que de toute façon, ce qu'il y a dans le sel,
quand il y a des impuretés, en fait, c'est de l'argile. C'est ça? Donc, on a vu que l'argile, c'était bon pour la santé. Donc, si on a du sel combiné avec un petit peu d'argile, c'est pas dramatique. Alors, On va pas mourir, hein. évitez le sel rose, Ah, moi j'ai pris du évitez sel le sel de de... l'Himalaya. Ah merde, pardon, j'ai celui-ci. Ouais. Alors, le sel de l'Himalaya, il présente plusieurs inconvénients. Le premier, c'est qu'il n'y a plus d'iode. C'est du sel terrestre, il n'y a plus d'iode. Ah ok. Le deuxième, c'est qu'il y a trop de potassium. Et le troisième, c'est qu'il y a quand même énormément de métaux lourds, parce qu'en fait, il a Ouais. cristallisé et il est là depuis des millions On d'années. l'utilisait beaucoup pour faire des bains de pieds avec. Ah bah les bains de pied, c'est moins pire que de le manger. Ouais. Sinon, Mais après, c'est le sel de Guéant. j'ai déjà eu des personnes qui m'ont appelé en me disant voilà, j'ai un problème au niveau de la thyroïde. En fait, ils se rendent compte que ça fait 2 ans qu'ils mangent que du sel de l'Himalaya. Et je leur dis remangez du sel marin normal où vous allez avoir un apport d'iode et votre thyroïde va refonctionner normalement. Et effectivement, ça refonctionne normalement. Yes. Dis-moi, est-ce que du plâtre de Paris, on peut en trouver dans ton site internet? Alors, les bandes de plâtre de Paris, oui. Le Ok. plâtre de Bon, de toute Paris, vous façon, je vous ai l'achetez. tout mis. J'ai mis tous les liens. De toute façon, ils ont les liens en dessous de la vidéo. Donc, ils pourront aller regarder directement. Puis en plus, ils mettront stop. Tu sais, au moment où tu as parlé justement de la pierre de soufre, il Oui, y a le site internet aussi qui était dessus. d'accord. Donc, le plâtre, bah, écoutez, vous l'achetez, c'est quelque chose de très courant. Hein. Vous allez dans n'importe quel magasin de bricolage, vous allez trouver du plâtre de Paris. Donc, ça vaut entre, on va dire, 5 euros le kilo, en boîte de 1 kilo. Et puis, si vous achetez des sacs un peu plus gros, bah, ça revient moins cher. Donc, c'est pour ça que déjà, ça pèse lourd. Donc, s'il fallait que je l'envoie, ce serait compliqué. Voilà, et puis bon, c'est quand même relativement bon marché. Par contre, les bandes de plâtre, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, les bandes de plâtre qui sont vendues en pharmacie, déjà, il faut les commander, ils en ont plus en stock. Et d'autre part, c'est du plâtre de synthèse et qui sèche beaucoup trop vite. Il sèche en moins de 5 minutes, donc la peau n'a pas le temps d'absorber. Voilà, donc le sel, vraiment très, très, très important. Alors, pour simplement donner deux, trois clés par rapport au sel, le premier rôle du chlore, c'est de fabriquer l'acide chlorhydrique de l'estomac. Vous savez que dans l'estomac, on a un bain d'acide chlorhydrique. Eh ben, si vous ne mangez pas de sel, eh ben, vous n'allez pas avoir de chlore, parce que le chlore, on ne le trouve que dans le sel. Il n'y a aucun autre aliment qui apporte du chlore. Un petit peu dans l'eau du robinet, parce qu'il y a un peu de chlore, mais c'est pas la bonne formule. En fait, c'est vraiment le chlore, le sel, pardon, qui apporte la quantité de chlore pour une bonne fabrication d'acide chlorhydrique. Donc, la bonne fabrication d'acide chlorhydrique, ça veut dire bonne digestion, parce que derrière, vous avez vous avez le duodénum, les intestins et le côlon. Donc, il y a de la longueur. Hein. Donc, si au départ de la digestion, ça se passe bien, eh ben, on va dire que c'est quand même une garantie pour que ça se passe bien aussi tout au long. Donc le chlore, voilà. Donc si on mange pas de sel, eh ben voilà, on va avoir. Alors ça veut pas dire qu'on fabrique plus d'acide. Hein. Ça veut dire qu'on fabrique d'autres qualités d'acide. On va fabriquer de l'acide phosphorique, de l'acide nitrique, etc. Mais c'est pas du tout la même chimie. Ou de l'acide sulfurique. Et c'est pas Ouais. du tout la même chimie. Donc après, ce qui se passe, c'est quand ça rentre dans les intestins, eux, ils attendent quelque chose. Et ils n'ont pas la même chimie. Donc ça se passe pas bien. Et puis vous avez donc sodium, calcium, sodium, potassium, calcium, magnésium. Donc eux qui sont impliqués dans beaucoup de choses. Le sodium est impliqué dans la fabrication de la bile, donc toujours dans la digestion. Donc la bile, c'est le bicarbonate de sodium. Le calcium, lui, est impliqué alors partout. Hein. Le cerveau fonctionne avec du calcium, les yeux fonctionnent avec du calcium, la contraction musculaire fonctionne avec du calcium. Le calcium est omniprésent dans l'ensemble des tissus, les neurones, le système
le système nerveux central, le système nerveux périphérique, vraiment tout fonctionne avec du calcium. Le potassium, alors lui, est impliqué dans le système nerveux avec le sodium, et puis aussi dans le rythme cardiaque. Et puis le magnésium, eh ben, lui, il est aussi un peu omniprésent. Lui, il booste un peu tout ça. Souvent, vous savez, les gens, quand ils sont fatigués, ils font une cure de magnésium. Donc le magnésium, alors les trois premiers quand même, c'est calcium, potassium, sodium, et puis en arrière-plan vous avez magnésium. Ok. Donc le sel, très très important. Alors la chimie naturelle propose quelque chose, une pratique qui est très très simple. Vous voyez, moi je l'ai fait là avant la conférence, une demi-heure avant la conférence. J'ai fait cette pratique qui consiste à prendre une pincée de sel, la laisser fondre en bouche. À ce moment-là, il y a toute l'électrochimie de la bouche qui explose. On l'avale. Quand on l'avale, ça active la soif. On prend un verre d'eau et on boit 1, 2, 3 gorgées d'eau. Juste de quoi étancher la soif. Ça soutient le système nerveux, là, vous savez, là, je savais que j'allais parler pendant 1h30. Et ben, ça permet de soutenir le système nerveux. Très important, vous avez un coup de fatigue, une pincée de sel, un verre d'eau, et vous allez voir, un quart d'heure après, vous retrouvez la pêche. Donc, c'est bon pour la digestion, c'est bon pour le système nerveux. Tous les pédagogues, les profs, les instits, les commerciaux, les avocats, tous les gens qui communiquent du matin au soir devraient manger du sel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont fatigués et que, voilà, sur le long terme, ça ne se passe pas obligatoirement très bien. Ouais. L'eau de Quinton. Alors, l'eau de Quinton, très bien, puisque là, on est sur un principe toujours pareil, hein, c'est de l'eau de mer. Ouais. Alors, bon, Quinton, il y a des choses. C'est vrai que le principe de base était très, très bien. Au jour d'aujourd'hui, l'eau est extraite et véhiculée en camion plusieurs centaines de kilomètres pour le traitement. Donc, bon, ça peut être un petit peu discutable. Et puis, bah, le prix n'est pas le même non plus. Hein. On est bien d'accord. Puis en plus, je vais répondre entre une pincée de sel. C'est mieux, ouais. Et puis en plus, je vais répondre à Nick Mussard pour l'eau de Quinton. Je lui dirais qu'elle regarde des vidéos parce que j'ai fait 2 interviews avec le docteur Paya, qui est docteur de chez Quinton France. Donc, si elle veut avoir des infos sur l'eau de Quinton, qu'elle regarde des vidéos avec le docteur Paya. Et en plus, ce qui se passe, c'est que l'eau de Quinton, la majorité du temps, on ne la garde pas en bouche. Les gens l'avalent directement. Donc déjà, le sel ne va pas faire effet. Ouais. Et en plus, même, il va falloir, souvent, il faut boire derrière parce que ça va quand même activer la soif. Et puis le prix entre une pincée de sel et puis l'eau de Quinton, il n'y a pas photo. Quoi. Ouais. Surtout le sel de Guéant, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Hein. Voilà. Donc le sel, vraiment très très important. J'ai un article sur le site chimiinaturelle.fr qui explique. Et vous savez, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on donne du sel à disposition de tous les animaux, les vaches, les chevaux, les moutons, les brebis, enfin les chèvres, etc. Où en fait, ils ont un bloc de sel à disposition. Et nous, on nous a expliqué depuis 30 ou 40 ans que le sel était dangereux pour la santé. Ça mérite réflexion. Hein. Quand vous comprenez que le sel favorise la communication, on peut peut-être se poser un peu des questions sur le message. C'est ça. Et puis en plus, le sel, on s'en servait pour conserver les aliments quand on n'avait pas de frigo. Tout à fait. L'histoire du sel dans l'humanité, c'est un vrai roman, hein. Une encyclopédie. Ouais. On pourrait faire une interview sur le sel. Ouais. Ah, tu vas passer la photo. Ah, tu as été trop vite. Ouais. Alors, hop, voilà. Un petit tas de sel. Ouais, alors, tout ça ben, en fait, la chimie naturelle, ben, en fait, propose simplement des solutions minérales naturelles qui permettent de vieillir mieux et moins vite. Parce que si les tissus fonctionnent bien, eh ben,
on n'a pas de douleur, on continue de bouger, on continue de vivre normalement, la tête fonctionne bien, etc. Donc, ça permet de vieillir mieux et moins vite. Alors, la chimie naturelle, donc, en résumé, donc, beaucoup d'articles gratuits pour mieux comprendre les désordres de santé et tenter de les juguler. Donc, ça aborde énormément de sujets. Donc, la nouvelle, sans S, tant qu'à faire, la nouvelle pierre de soufre de massage que je vous ai présentée, les bandes de plate de Paris pour cataplasme, d'autres minéraux spécifiques que je n'ai pas abordés ici, en fait, qui peuvent être adressés pour des problématiques bien particulières, des livres, des livrets d'informations scientifiques, des entretiens conseils avec moi, donc ces entretiens conseils qui s'articulent autour d'une heure, à peu près une heure et quart, donc qui permettent d'avoir un autre regard sur des désordres de santé et de proposer justement une autre forme de compréhension. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, en plus, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sites, il y a énormément de choses qui sont dites un peu dans tous les sens, avec des idées toutes faites, etc. Et là, en fait, l'idée, c'est vraiment d'aborder, comme je vous ai présenté, déjà sur une vision systémique, et puis d'identifier les leviers qui vont permettre d'améliorer la situation, alors soit d'atténuer la souffrance, ou complètement la faire disparaître. Hein. Une tendinite, des gens qui ont des tendinites à répétition, voilà, les tendinites peuvent complètement disparaître. Et puis des formations autour de la lithothérapie, et puis donc lithothérapie et chimie naturelle. Donc mon numéro de téléphone pour les personnes qui souhaitent me contacter en direct. Et puis je voulais faire une petite offre commerciale au sein de cette interview. Donc je propose jusqu'au 26 février 2024 inclus, donc ça laisse une semaine. Je crois que c'est vendredi prochain. Donc, je propose 10% de remise immédiate pour toute commande supérieure à 50 €, hors frais d'expédition. Donc, simplement sur le site chimienaturelle.fr/boutique. En fait, peu importe que ce soit des pierres de soufre, des livres, etc. À partir du moment où vous arrivez à 50 €, il y a une réduction immédiate de 10%. Voilà. Yes. S'il y a des questions. Alors, je regarde s'il y a des questions. Attends. Le sel celtique, tu connais? Ça, je crois pas. On parle du sel celtique, je ne connais pas. Alors, sel celtique, je vais jeter un œil vite fait. Après, c'est des sels. Parce que des sels, il y en a énormément. Un Ouais, c'est du sel de mer celtique. Je crois, ouais. Ouais. Parce que des sels tout autour de la planète, chaque lieu où il y a une côte, il y a du sel avec de la lave, il y a du sel avec du sel noir, par exemple. Je cherche mon papier. Il y a énormément de variétés de sel. Alors, tac. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Tac. De toute façon, moi, ils sont en descriptif en dessous de la vidéo tous les liens pour se renseigner. Attends, on va remettre, s'ils veulent le numéro de téléphone, ils remettront en arrière et puis ils auront ton numéro de téléphone. Voilà. Ok. Je te laisse le dernier mot de la fin, comme la dernière fois. Oui. Écoutez, je suis ravi de vous avoir fait cette petite présentation avec
avec pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, cette prise de conscience. Hein. C'est au-delà de l'intellect. Cette prise de conscience de cette forme naturelle qui est à la fois le carré et le cube. En fait, on est dedans. Hein. Alors bon, certains appelleraient ça quelque part peut-être la matrice. Hein, c'est une forme de matrice, le cube. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à observer autour de vous et à intégrer en conscience. Hein. C'est la conscience qui va faire son. Si vous la laissez agir, c'est la conscience qui va faire son travail. Et étrangement, on voit les choses différemment après. Parce qu'en fait, il y a quelque chose, hein, c'est que tout ce qu'on n'identifie pas nous contrôle. Donc là, on identifie quelque chose, on pose la conscience dessus, et là, ça veut dire déjà qu'on n'est plus contrôlé par ça. Tout au moins contrôlé. On va le vivre d'une façon générale, différente. Voilà. Ouais. Donc ce carré et ce cube, moi, je l'ai découvert il y a 2005, 2006, cette prise de conscience. C'est vraiment... ça ouvre. Ça ouvre la conscience, ça comment dire, dans un an, ça fera 20 ans. Oui. C'est quand même waouh. Ça ouvre la conscience, en fait. Ça nous ouvre. On respire différemment, on vit différemment. On est plus bloqué dans le carré ou dans le cube. On peut faire de l'expansion de conscience, développer son aura. C'est clair. Voilà. Ok. Moi, je vais rajouter, c'est vrai que notre première conférence où on avait abordé le sujet sur la chimie naturelle et plus maintenant avec la lithothérapie, un sujet fort intéressant. Et c'est vrai que moi, j'ai appris, je vais te le dire, hein, moi, tu m'avais envoyé des photos. C'est vrai que je regardais je dis, elles sont belles les photos, mais quand c'est bien expliqué, tu vois, et puis les personnes aussi qui nous ont suivis, on comprend des choses alors que c'était devant nous. Oui, bien sûr. Ça fait vraiment partie du décor, on vit dedans, etc., mais on n'en a pas conscience. Ouais, c'est ça. Et moi, j'incite vraiment les gens d'aller voir ton site internet. Ils vont trouver des choses fort intéressantes. Parce que il y a même des articles. Et honnêtement, allez-y, jetez un coup d'œil. Et puis, si les personnes sont intéressées, allez-y dans la boutique et vous allez trouver votre bonheur. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions particulières, vous m'appelez. Hein, vous avez mon numéro de téléphone. Il y a un humain qui décroche. L'humain, vous l'avez devant vous. J'y tiens parce que je tiens à ce qu'il y ait cette relation humaine, cette proximité. Et pour les personnes qui sont aussi en recherche, ça m'arrive des fois d'avoir des gens qui m'appellent pour une petite question et puis 3 quarts d'heure après, on est toujours en ligne parce qu'il y a d'autres choses qui viennent se greffer, des partages. C'est ça. Et je trouve ça extraordinaire. C'est ça. Ça extraordinaire. Yes. Et puis nous, on a une petite surprise. On dira pas le sujet, mais nous avons prévu encore de faire une autre interview sur un sujet fort intéressant. Et les gens, ils vont être surpris. Non ? Sans doute. Ouais, sans doute. Ça va être une belle surprise. Ouais. Ok. Moi, je vais juste rajouter qu'il y a les liens en dessous de la vidéo. Et je rajoute, si les personnes n'ont pas mon livre, Mon aventure dans une autre vie, si vous voulez vous le procurer, vous trouvez aussi en lien en dessous de la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Tu restes encore quelques minutes avec moi, Marc. Portez-vous bien. Ciao. Au revoir et merci. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer
en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.